Personne n'a félicité mon premier emploi, tous occupés par la promotion de mon frère. Mais quand le nouveau PDG milliardaire est entré en appelant mon nom, leurs visages se sont figés, car le salon bourdonnait de bruit, les voix se superposant, les verres s'entrechoquant, les rires forcés résonnant sur les murs. Toute la famille était réunie autour de la table de la salle à manger. Un festin était dressé comme si c'était Noël. Sauf que ce soir, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de mon frère Ryan. Félicitations, mon fils, la voix de mon père retentit, levant son verre de whisky. Notre garçon, maintenant directeur principal chez Wells et Parker. Je t'avais dit que tu étais destiné à de grandes choses. Tout le monde applaudit. Certains se levèrent même pour étreindre Ryan. Ma mère lui serra la main, les larmes aux yeux, comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Pendant ce temps, j'étais assise dans mon coin, mon assiette de nourriture intacte refroidissant. J'avais des nouvelles, moi aussi. Ce n'était pas énorme, pas du niveau d'un milliardaire, mais c'était à moi. Mon premier emploi, assistante débutante dans un cabinet respecté. J'étais entré dans ce bureau plus tôt dans la journée les mains tremblantes et en étais ressorti avec un contrat dans mon sac et un sourire que je ne pouvais contenir. Mais au moment où j'ai essayé de parler, mes mots se sont noyés dans le bruit de la célébration de Ryan. Papa, maman, commençai-je, la voix douce mais pleine d'espoir. Personne ne se tourna. Au lieu de cela, ma tante se pencha sur la table, demandant à Ryan, alors, de combien est l'augmentation ? Assez pour acheter une nouvelle voiture, Ryan sourit d'un air suffisant, impeccable dans son costume bien repassé. Peut-être même plus qu'une voiture. Je vise l'appartement ensuite. Les rires parcoururent à nouveau la pièce. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée. Ma poitrine me faisait mal de cette manière silencieuse, celle que l'on ressent quand on sait qu'on n'a pas d'importance ici. Ma fourchette cliqueta contre mon assiette alors que je me forçais à manger, juste pour ne pas craquer. Mais alors, tout a basculé. Le bruit d'une voiture s'arrêtant à l'extérieur a attiré l'attention de tout le monde. Pas n'importe quelle voiture. Le ronronnement profond d'un moteur qui n'avait rien à faire dans cette rue de banlieue. À travers les stores, des phares vifs ont balayé la pelouse, les pneus ont crissé sur le gravier, et le brouhaha dans la pièce affaibli. Mais qui diable est-ce ? A marmonné mon oncle. Une limousine noire et élégante s'est arrêtée devant notre maison. Le chauffeur est sorti, grand et vêtu d'un costume noir. Il s'est déplacé avec précision, a ouvert la portière arrière, puis il est sorti. Le milliardaire dont tout le monde chuchotait depuis des mois. Ethan Cole, PDG de Cole Enterprises. Il était jeune, la trentaine, puissant d'une manière qui remplissait l'air avant même qu'il ne parle. Sa présence a fait mourir les rires instantanément, comme s'il portait le silence avec lui. Mon père s'est figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La mâchoire de ma mère s'est relâchée. Ryan a nerveusement ajusté son col, se redressant presque instinctivement. Ethan est entré sans hésitation, comme s'il savait déjà exactement où il allait. Ses yeux vifs ont balayé la pièce une fois, puis se sont fixés sur moi. L'air m'a manqué. Tous les autres ont suivi son regard, la confusion se répandant sur leur visage. Et puis, Emily, a dit Ethan, sa voix autoritaire mais calme. Je vous cherchais. Chaque paire d'yeux s'est tourné vers moi. La fille dans le coin, s'est ignorée toute la soirée. Le sourire de Ryan a tremblé, son visage pâlissant. Ma mère a murmuré, « Attends, il te connaît ?» Le PDG milliardaire ne leur a même pas jeté un regard. Il s'est seulement dirigé vers moi, tendant la main comme si tout avait été prévu depuis le début. Et à cet instant, leurs visages se sont figés. La main d'Ethan est restée tendue, calme et assurée. Je me suis levé, le cœur battant. La pièce était silencieuse, à l'exception de l'inspiration brusque de Ryan. Emily Harper, a dit Ethan, les yeux fixés sur moi. Je suis venu pour vous. Mon père est intervenu rapidement, désespéré de rediriger l'attention. Monsieur Cole, bienvenue. Je suis Daniel Harper. Voici mon fils, Ryan. Vous le connaissez peut-être. Il vient d'être promu chez Wells et Parker. Ryan s'est avancé, souriant trop largement. C'est un honneur, monsieur. Notre cabinet a d'ailleurs fait une proposition à votre division logistique. Mais Ethan l'a à peine regardé. Félicitations, a-t-il dit sèchement, puis a reporté son regard sur moi. Emily,
votre mémo est arrivé sur mon bureau. Percutant, sans peur. Vous avez remarqué des problèmes que d'autres ont ignorés. Ma mère a froncé les sourcils. Un mémo? Ethan a continué, ignorant l'attention. Bracan Elial a été racheté aujourd'hui, ce qui signifie que le poste qu'ils vous ont offert est maintenant sous l'égide de Cole Enterprises. Mais votre travail, ces notes que vous avez écrites, ont prouvé que vous voyez les choses différemment. C'est pourquoi je suis ici. Ma tante a ricané. Elle n'a jamais travaillé dans une grande entreprise. Comment pourrait-elle savoir quoi que ce soit sur les opérations? Le ton d'Ethan n'a pas vacillé. Parce que l'initiative parle plus fort que les titres. Il a fait une pause, puis a ajouté, nous tenons une session de stratégie de fin de soirée à mon bureau de la Défense. Je veux qu'elle soit dans la salle. Si je me trompe, ce n'est qu'un trajet. Si j'ai raison, c'est son premier pas, le silence était lourd. Mon père a marmonné, ce n'est pas comme ça que les carrières se font. Non, ai-je dit doucement, me surprenant moi-même. Mais peut-être que ça devrait l'être. Ryan s'est penché près de moi, la voix basse et venimeuse. Tu vas te ridiculiser, et nous avec. J'ai soutenu son regard. Ou peut-être que non. Ethan ne m'a pas secouru. Il a juste attendu, mesurant la situation. Ce silence m'a donné l'impulsion. J'ai attrapé mon sac, enfilé ma veste et suis passé devant Ryan. Dehors, la portière de la limousine s'est ouverte comme si elle n'attendait que moi. Les sièges en cuir de la limousine étaient plus doux que je ne l'imaginais, mais je pouvais à peine respirer. Mes mains se tordaient sur mes genoux pendant qu'Ethan était assis en face de moi, parfaitement calme. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres teintées, chacune me faisant me sentir plus loin de la maison que je venais de quitter. Vous avez l'air nerveuse, dit-il finalement, sa voix stable, sans moquerie. Je le suis, ai-je admis. Je ne comprends pas pourquoi vous me voudriez dans cette salle. Je n'ai jamais assisté à des réunions d'entreprise. Je n'ai pas ma place avec des cadres. Ethan se pencha légèrement en avant. C'est exactement pour ça que je vous veux là. Les gens qui pensent avoir leur place arrêtent généralement de voir les fissures. Vous ne portez pas leurs œillères. J'ai pressé mes paumes contre mes genoux, essayant de me recentrer. Mais et si je me bloque? Et si je dis quelque chose de stupide? Alors vous apprendrez, dit-il simplement. Mais d'après ce que j'ai lu, vous ne vous bloquez pas. Vous posez des questions que les gens évitent. La confiance dans son ton me serra la poitrine. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Ni mes parents, ni mon frère. La limousine est entrée dans un parking souterrain. Des gardes de sécurité nous ont fait signe de passer instantanément. Le chauffeur a ouvert la portière et mes jambes tremblaient en sortant. C'était réel. Dans l'ascenseur, le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'Ethan parle à nouveau. Ce soir, il ne s'agit pas de me prouver quelque chose. Il s'agit de prouver que vous ne vous effacerez pas quand vous aurez enfin une chance. La porte s'est ouverte sur un bureau lumineux et ouvert, des tableaux blancs couverts de notes, un grand écran affichant des alertes rouges, et 4 personnes debout autour d'une longue table. Ils ont levé les yeux dès qu'Ethan est entré. Puis leurs regards se sont tournés vers moi. L'équipe, dit Ethan vivement. Voici Emily Harper. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette session. La pièce s'est immobilisée. Une femme, les yeux vifs, les cheveux tirés en arrière, a croisé les bras. C'est elle qui a écrit ce mémo. Oui, a répondu Ethan. Et ce soir, je veux qu'elle parle librement. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis approché, le cœur battant la chamade. Toute ma vie, j'avais été l'ombre silencieuse à table. Maintenant, pour la première fois, tous les yeux étaient sur moi, et personne dans la pièce ne semblait prêt à me rejeter. La femme aux bras croisés m'a étudié comme si elle pesait toute mon existence en 5 secondes. Sa voix était ferme, sèche. Je m'appelle Alicia Vega. Je dirige la supervision des opérations. Nous avons un problème en direct à Marseille. Un incident avec un chariot élévateur. Personne n'est blessé, mais les quasi-accidents s'accumulent. La direction demande soit une solution politique coûteuse venue d'en haut, soit quelque chose de plus rapide. Dites-moi, que feriez-vous? La question m'a frappé comme un coup de poing. Mon pouce est accéléré, chaque paire d'yeux attendant ma réponse. Je pouvais sentir les mots de Ryan résonner au fond de mon esprit. Tu vas te ridiculiser. Je me suis forcé à respirer et je me suis approché de l'écran.
Des rangées de chiffres clignotaient en rouge, indiquant les heures, les équipes et les incidents. Je me suis souvenu de ce que j'avais écrit dans mon mémo à 2 heures du matin, les mains tremblantes, me demandant si quelqu'un le lirait un jour. J'ai dégluti. Vous n'avez pas un problème de chariot élévateur, ai-je dit lentement. Vous avez un problème de personnel. Même aller, même équipe. Ce n'est pas aléatoire. C'est culturel. Si vous écrivez une nouvelle politique, elle sera simplement ignorée. Vous avez besoin des bonnes voix sur le terrain. Alicia a haussé un sourcil. Des voix? Oui. Qui est votre chef de ligne le plus respecté? Celui en qui les travailleurs ont confiance sans qu'on le leur dise. Une pause, puis Alicia a répondu instantanément. Keisha Turner, 10 ans de service, elle connaît chaque centimètre de ce site. Alors pourquoi n'a-t-elle pas participé à vos 3 dernières réunions de sécurité, ai-je demandé en montrant une colonne de noms. L'analyste en souhaite à capuche a cligné des yeux, faisant défiler sa tablette. Elle remplaçait un superviseur malade, enseveli sous la paperasse. Exactement, ai-je répondu en me retournant vers le groupe. Vous avez retiré votre point d'ancrage du terrain au moment où vous aviez le plus besoin de sa voix. Ce silence a créé le schéma que vous observez. Pendant un moment, personne n'a rien dit. Puis la bouche d'Alicia s'est courbée en un très léger sourire. Elle n'a pas tort. L'homme en veste de costume s'est penché en avant. Même si c'est vrai, comment pouvons-nous régler ça sans dépenser de l'argent en consultant? Remettez Keisha sur le terrain immédiatement, ai-je dit, ma voix gagnant en force. Associez-la à celui qui a une influence informelle, ceux qui écrivent des surnoms sur les feuilles de présence. N'ajoutez pas de règles. Commencez par des réunions d'allées nocturnes, 3 soirs de suite, puis sautez en une. Qu'elles soient courtes, basées sur des histoires, et laissez Keisha signaler les quasi-accidents par leur nom. Sans blâme. Puis laissez les influenceurs prendre le relais en racontant ces histoires. Si le schéma change, vous aurez modifié la culture sans brûler des millions. L'analyste a laissé échapper un léger sifflement. C'est différent. Les yeux d'Alicia sont restés sur moi. Plus vifs maintenant, mais non pas dans le doute. Dans l'approbation. Elle a raison. On change les comportements par des histoires, pas par des mémos. C'est exactement ce que j'aurais suggéré si la direction ne nous avait pas mis la pression. L'expression d'Ethan n'avait pas changé, mais ses yeux me disaient tout. Il n'était pas surpris. Il s'attendait à ce que je me tienne dans ce feu sans me brûler. Le responsable financier s'est éclairci la gorge. Et si ça ne marche pas? Alors vous revenez au point de départ, ai-je répondu. Mais au moins, vous saurez si le problème est systémique ou culturel. Ça vaut le risque. La pièce a doucement bourdonné. Des notes ont été prises, des têtes ont hoché, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille silencieuse dans le coin. Je me sentais comme quelqu'un qui avait sa place à la table. L'air dans cette salle de conférence aux parois de verre semblait lourd, chargé de quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement le bourdonnement des ordinateurs portables ou l'odeur âcre des marqueurs effaçables à sec des tableaux couverts de diagrammes à moitié effacés. C'était le poids des gens qui me regardaient, non pas comme une présence de second plan, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. Alicia a finalement rompu le silence. Ses bras n'étaient plus croisés, mais ses mains étaient sur ses hanches. Elle a raison. Si nous ne changeons pas la culture, les politiques ne feront que masquer le problème. Nous serons de retour ici dans 2 mois. L'analyste, Marco, tapait furieusement, des chiffres clignotant sur son écran. Si nous mesurons la réduction des quasi-accidents par section de plancher et que nous la comparons au nœud d'influence, nous saurons en quelques jours si sa méthode fonctionne. L'homme aux manches retroussées s'est adossé, m'étudiant. Il avait été sceptique depuis le début, et je pouvais encore voir le doute dans ses yeux, mais il était plus doux maintenant, respectueux à contre-cœur. Vous nous dites de parier sur la continuité opérationnelle sur la parole, sans vouloir vous offenser, d'une assistante qui n'a même pas commencé son premier jour. J'ai senti ma gorge se nouer, mais avant que je puisse parler, Ethan l'a fait. Son ton était froid, mais tranchant comme un rasoir. Elle ne parie pas. Elle analyse. Il y a une différence. L'homme a ouvert la bouche, mais Ethan l'a coupé d'un léger mouvement de tête. Sa voix était calme, mais absolue. Vous avez des années d'expérience et vous avez manqué ça. Elle, non, et elle l'a vu. Ce n'est pas un pari. C'est de la clarté.
J'ai essayé de calmer ma respiration. Mes mains tremblaient encore sous la table, mais ma voix était assurée quand j'ai dit « Je ne m'attends pas à ce que vous me donniez l'autorité. Je m'attends à ce que vous testiez l'idée. Si elle échoue, elle échoue. Mais si elle fonctionne, vous sauverez des vies et des millions. » Alicia a hoché la tête. Je vais m'en occuper. Je remettrai Kesha dans la boucle. Je m'assurerai qu'elle soit à la prochaine réunion de minuit. Et si ça change les choses sur le terrain, nous saurons que ce n'était pas de la chance. Ethan s'est penché en avant, joignant enfin ses mains sur la table. C'est réglé. Emily, autre chose? J'ai dégluti difficilement, parcourant à nouveau l'écran. Mes yeux ont capté une petite alerte clignotante au bord du tableau de bord. Certification de fournisseur différé. Mon pouce est accéléré. Oui, ai-je dit prudemment. Vous ne pouvez pas ignorer cette lacune de conformité, mais ne l'ébruitez pas tout de suite. Si le personnel pense qu'il s'agit de paperasse et de formulaire, il se désintéressera. Réglez-le discrètement pendant que vous réglez la culture ouvertement. Si vous faites les deux en même temps, ils entreront en conflit. Alicia a souri narquoisement. Elle est vive. Je l'aime bien. Le responsable financier a soupiré, passant une main sur son visage. Très bien, nous ferons à sa manière. Mais si ça nous retombe dessus? Ça n'arrivera pas, a interrompu Ethan, son ton final. La pièce s'est mise en mouvement. Marco a envoyé des emails. Alicia a attrapé son téléphone, aboyant des ordres. L'air était maintenant électrique, comme une machine qui s'anime. Et au milieu de tout ça, j'étais assise là, incrédule, la poitrine douloureuse tant c'était surréaliste. Ethan s'est levé, signalant la fin de la réunion. Mais avant de partir, Alicia m'a arrêté. Écoutez, Emily, dit-elle, la voix plus basse, moins sèche. Ne gâchez pas ça. Les gens comme nous, on nous ignore généralement jusqu'à ce que le bâtiment soit déjà en feu. Vous avez eu le culot de parler avant que le feu ne se propage. C'est important. Continuez à le faire. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Merci. Alors qu'Ethan et moi retournions vers l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Même veste en jean, même fille nerveuse. Mais je n'avais plus l'air invisible. J'avais l'air de quelqu'un qui entrait dans quelque chose dont je n'avais jamais osé rêver. Le trajet de retour en limousine fut plus silencieux. Ethan n'a pas comblé le silence par des banalités. Il m'a laissé à mes pensées, et c'était presque insupportable tellement j'en avais. Finalement, j'ai demandé, pourquoi moi? Vous auriez pu choisir quelqu'un avec des diplômes, des années d'expérience, des gens déjà formatés pour ça. Ses yeux ont rencontré les miens, fermement. Parce que le vernis cache les fissures. Vous ne les cachez pas. Vous les regardez. C'est plus rare que vous ne le pensez. La voiture s'est arrêtée devant la maison de mes parents. Les lumières étaient encore allumées, des ombres se déplaçant à l'intérieur. Mon estomac s'est noué, sachant exactement ce qui m'attendait. Quand le chauffeur a ouvert ma portière, j'ai hésité. Mes jambes semblaient lourdes, mais la voix d'Ethan m'a arrêté. Rappelez-vous, Emily, vous ne leur devez pas d'explications. Vous vous devez des preuves. J'ai hoché la tête et je suis sorti. À l'intérieur, le salon était tel que je l'avais laissé, mais plus froid. Mon père se tenait là, son verre toujours à la main, ma mère rigide à ses côtés, Ryan faisant les 100 pas comme un animal en cage. L'atmosphère de fête s'était évaporée pour laisser place à un silence épais et étouffant. Où étais-tu? A exigé mon père, la voix sèche. As-tu la moindre idée de l'image que ça donne, de partir comme ça devant tout le monde comme si tu étais importante? Le regard glacial de Ryan m'a transpercé. Tu te crois spécial maintenant? Il se sert juste de toi, Emily. Les gens comme lui ne prennent pas les filles comme toi au sérieux. Tu vas ruiner le nom de notre famille, en agissant comme si tu avais ta place dans son monde. Ma tante a ajouté, la voix dégoulinante de dédain. Nous avons essayé de t'élever dans l'humilité, et voilà ce que tu fais? Te jeter sur des hommes puissants. Les mots brûlaient, mais quelque chose en moi avait changé ce soir. J'ai redressé les épaules, sentant encore la force de la réunion vibrer sous ma peau. Il n'est pas venu ici pour vous, ai-je dit doucement, en regardant Ryan. Il est venu ici pour moi. La pièce s'est figée. Le visage de mon père s'est crispé. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti.
Pour la première fois de ma vie, ils avaient l'air déstabilisés. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de leur silence.